Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que c'est que de vivre avec une mère atteinte d'un trouble mental. C'est une histoire que je n'ai pas pu raconter pendant très longtemps. Quand on grandit dans une famille comme la mienne, beaucoup de choses paraissent normales, simplement parce qu'on ne connaît pas d'autres réalités. Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends à quel point tout cela a été difficile, effrayant et, d'une certaine façon, inévitable. Tout a commencé quand j'avais 14 ans, cet âge étrange où l'on n'est plus vraiment une enfant, mais pas encore une adulte, où tout se ressent à travers les émotions, la confusion, les doutes. Ma mère étudiait la psychologie à cette époque. Elle adorait ça, elle en parlait tout le temps, c'était devenu sa passion. On aurait dit qu'elle avait enfin trouvé quelque chose qui donnait un sens à sa vie. Mais pendant l'une de ses formations, un conflit est survenu. Au début, cela semblait être une simple dispute entre elle, le formateur, et un homme qui lui plaisait. Je crois qu'ils s'aimaient bien tous les deux, et c'est sans doute pour cela que la situation l'a blessée autant. C'était l'hiver. Je me souviens du froid, pas seulement dehors, mais aussi dans la maison. Pendant 2 semaines, ma mère est restée allongée dans son lit. À ce moment-là, je ne savais pas ce que signifiait le mot « dépression ». Je pensais qu'elle était simplement fatiguée, qu'elle avait besoin de repos. Mais elle ne faisait plus rien, elle ne sortait plus, ne cuisinait plus, ne nous parlait presque pas. Ma petite sœur et moi avons arrêté d'aller à l'école et à la maternelle parce qu'elle n'était pas en état de nous y emmener. Et d'une certaine façon, cela nous semblait normal, comme si le temps s'était arrêté. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer qu'elle disait des choses étranges. Elle passait des heures à lire sur Internet des articles parlant de malédiction, de forces négatives, de possession. Au début, je n'y prêtais pas attention, mais elle a commencé à croire que quelque chose de surnaturel lui était arrivé, qu'on lui avait jeté un sort, que ce qui s'était produit pendant sa formation dépassait la réalité matérielle. À cette époque, je ne savais pas que ce genre de pensée pouvait être un symptôme de maladie. J'écoutais simplement, sans comprendre. Puis tout a basculé dans l'autre sens. Ma mère s'est soudain mise à déborder d'énergie, mais ce n'était pas de la vraie énergie, c'était une agitation folle. Elle dormait à peine, restait éveillée la nuit, marchait dans l'appartement, écrivait, lisait, regardait des vidéos sans arrêt. Elle mangeait très peu, parlait vite, avec ce regard brillant, exalté, que j'ai fini par redouter. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des idées obsessionnelles. Par exemple, elle était persuadée que ma petite sœur était une sorte de messagère, presque une prophétesse, qui transmettait des instructions que nous devions suivre. Et elle y croyait sincèrement. Si ma sœur disait en jouant « Aujourd'hui, on va manger des pâtes », ma mère le prenait pour un signe. Alors forcément, on ne mangeait que ça. Je me souviens particulièrement d'une soirée. J'avais de la fièvre, je grelottais. Ma mère a alors décidé qu'un esprit maléfique s'était introduit en moi. Elle a pris des œufs dans le réfrigérateur et les a fait rouler sur mon corps. Plus tard, j'ai appris que c'était un vieux rituel censé absorber les mauvaises énergies. À ce moment-là, j'étais trop jeune pour comprendre. J'avais peur, j'étais confuse, mais je n'étais pas en colère. J'avais juste de la peine pour elle. Pendant un certain temps, elle a cru que nous devions nous laver constamment. Nous devions prendre plusieurs douches par jour pour enlever la malédiction. Je pensais que c'était juste une lubie, quelque chose de passager. Mais maintenant, je sais que cela faisait partie de sa phase maniaque, et que, dans son esprit, tout avait une logique interne, même si de l'extérieur cela paraissait complètement insensé. Une nuit, elle a décidé que nous devions aller dans un monastère. C'était en plein hiver, vers 4 heures du matin. Il faisait nuit, froid, la neige tombait. Ma sœur et moi étions à moitié endormis, en pyjama sous nos manteaux, pendant que ma mère conduisait avec détermination, persuadée qu'on nous y attendait. Évidemment, le monastère était fermé. Nous sommes restés devant la porte et elle pleurait, priant dans le silence glacé. À cette époque, je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas admettre que ma mère était malade mentalement. Je me disais que c'était une mauvaise passe, que ça finirait par passer. Et parfois, effectivement, elle redevenait normale. Elle riait, cuisinait, s'occupait de la maison. Mais quelques mois plus tard, tout recommençait. C'était comme un pendule invisible qui oscillait sans cesse entre la lumière et l'obscurité. Une fois, quand j'avais environ 16 ans, elle a eu une autre crise. Elle m'a dit qu'elle avait vu un mort s'allonger à côté de nous dans le lit. Je ne savais pas quoi répondre.
Elle disait que c'était un signe, que quelqu'un allait mourir, ou que ma sœur et moi ne pourrions jamais avoir d'enfants. Puis elle s'est mise à écouter ma sœur, comme si elle était une prophète. Ma sœur jouait, disait « Lève ta jambe droite, maintenant la gauche ». Je le faisais, et ma mère me regardait avec ce regard fou et murmurait « Tu sais ce que ça veut dire que tu es couché dans ta tombe ». Ces mots me glacent encore le sang. Parfois j'arrivais à la ramener à la réalité, même brièvement. Une fois, elle avait reçu un message sur son téléphone et pensait qu'il contenait des menaces codées. Elle était paniquée. J'ai compris qu'elle s'était simplement trompée de numéro. Je lui ai expliqué calmement, étape par étape, et j'ai vu une lueur de lucidité dans ses yeux. Pendant une seconde, elle a compris que c'était faux. Mais cela ne s'est produit qu'une seule fois. Quand elle a été hospitalisée pour la première fois, les médecins ont posé le diagnostic, schizophrénie. À sa sortie, elle m'a raconté que c'était horrible, qu'on la forçait à prendre des médicaments, qu'on la traitait mal. J'avais tellement de peine pour elle que j'ai juré qu'elle n'y retournerait jamais. Et maintenant, je comprends que cette décision lui a probablement coûté la vie. Chaque fois que je voyais les signes d'un nouvel épisode, je me taisais. Je ne disais rien à personne. Je pensais que si je restais près d'elle, si je l'aimais assez, je pourrais l'aider. Mais je ne pouvais pas. Je me souviens des nuits où je me réveillais et voyais la lumière de la cuisine allumée. Cela voulait toujours dire la même chose. C'était reparti. Elle ne dormait pas, marchait dans l'appartement, parlait seule, chantait parfois, pleurait parfois. Et moi, je restais couchée, écoutant, impuissante. Les années ont passé ainsi. Ma mère oscillait entre des périodes de calme, de manie et de dépression. Elle cherchait toujours des explications mystiques à tout. Elle souffrait d'asthme, et je la suppliais d'aller voir un médecin. Mais elle disait que ce n'était pas une maladie du corps, que c'était une maladie de l'âme. Elle parlait d'énergie, d'esprit, d'entité. Elle consultait des voyants, achetait des bougies, faisait des rituels. Et moi, je la voyais s'éteindre à petit feu. Au printemps dernier, elle a eu une crise d'asthme sévère. Elle a refusé d'appeler les secours, disant que ça passerait comme la fois précédente. Nous avons attendu, mais cette fois, ça n'est pas passé. Quand l'ambulance est arrivée, le médecin était en colère. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Et ma mère, presque sans souffle, répétait « Pardon, pardon ». Ce furent ses derniers mots. Ils l'ont emmenée en soins intensifs. Elle y est restée 2 semaines. Elle avait une infection généralisée, une pneumonie et l'asthme totalement aggravé. Et elle est morte. Quand on me l'a annoncé, je n'ai rien ressenti. Juste le vide. Puis, peu à peu, j'ai compris que je le savais déjà. Je ne voulais simplement pas admettre qu'elle n'était plus capable de raisonner. Je croyais qu'elle avait encore le choix. Croire à la médecine ou à la magie. Maintenant, je sais que ce n'était pas un choix. C'était la maladie qui parlait à travers elle. Après sa mort, je n'ai pas pu cesser de penser à la mort elle-même. C'était comme une ombre qui me suivait. Chaque fois que je disais au revoir à quelqu'un, je pensais « Et si je ne le revoyais jamais ?» Parce que maintenant, je savais comment la mort arrive, soudainement, silencieusement, sans prévenir. J'ai encore mes grands-parents. Je les aime beaucoup, mais même avec eux, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils vieillissent, qu'ils partiront eux aussi un jour. Cette pensée me hante. Quand j'ai décidé de raconter cette histoire, j'ai eu peur. Mais j'ai compris que le silence ne guérit rien. Plus on parle de la douleur, plus elle devient légère. Au début, en parlant de ma mère, j'avais l'impression de la trahir, de mettre sa maladie à nu. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas une trahison. C'était une forme d'acceptation, une manière de faire la paix avec ce qui s'est passé. Je me demande souvent ce qui se serait passé si j'avais appelé les médecins plus tôt, si j'avais insisté pour qu'elle soit soignée. Peut-être qu'elle serait encore vivante. Ou peut-être pas. Mais je sais qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire plus. J'étais juste une adolescente essayant de survivre à quelque chose que même les adultes ne sauraient pas gérer. Je veux dire à ceux qui vivent sur quelque chose de semblable. N'ayez pas peur de demander de l'aide. N'attendez pas que les choses s'arrangent toutes seules. Quand on vit avec une personne malade, on croit qu'on doit tout affronter seul, que personne ne comprendra. Mais c'est faux. Il y a toujours des gens qui peuvent t'aider, des médecins, des psychiatres, des adultes de confiance. Si vous êtes enfant ou adolescent et que vous sentez que quelque chose ne va pas à la maison, si un adulte agit de façon étrange ou dangereuse, parlez-en. Cherchez de l'aide. Ce n'est pas une trahison.
c'est prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de ne pas avoir pu sauver ma mère. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas ma faute, ce n'était pas en mon pouvoir. Mon seul devoir était de survivre, de protéger ma sœur et de continuer à vivre. Et je l'ai fait. Oui, c'est injuste. Un adolescent ne devrait pas avoir à porter une telle responsabilité. Mais la vie n'est pas toujours juste. Parfois, il ne reste qu'à accepter et à avancer. Quand je pense à ma mère aujourd'hui, j'essaie de ne pas me souvenir de sa maladie, mais de son rire, de ses yeux pleins de vie, de son amour des livres, de son envie d'aider les autres. Je sais qu'au fond d'elle, derrière toute cette folie, il restait une personne, ma mère, qui voulait être heureuse mais n'a pas pu. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié. Je la raconte parce que, peut-être, quelqu'un qui vit quelque chose de similaire l'entendra et comprendra « Tu n'es pas seul, tu n'as pas à te taire, et tu n'y es pour rien ». Plus on parle de ces choses, plus on a de chances qu'une autre personne n'ait pas à revivre la même souffrance. Et chaque fois qu'on en parle, il devient un peu plus facile de respirer.